Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce jeudi 28 avril. Le gaz fait couler beaucoup d'encre. Alger avertit Madrid de rompre le contrat liant le groupe algérien Sonatrach à ses clients espagnols. L'Espagne voulant autoriser le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe. Le marché gazier est fortement perturbé également par le conflit en Ukraine. Des pays de l'Union européenne craignent de subir le même sort infligé par la Russie à la Bulgarie et la Pologne. Antonio Guterres choisit de terminer sa tournée régionale en foulant le champ de bataille dans la banlieue de Kiev. Le secrétaire général de l'ONU appelant l'Ukraine à plus de coopération avec la Cour pénale internationale. Et puis nouveau rapprochement entre Pékin et Téhéran avec la visite du ministre chinois de la Défense en Iran. Bonsoir à tous. Le gaz au cœur de nouvelles tensions entre Alger et Madrid avec cette mise en garde du ministère algérien de l'énergie de rompre le contrat liant le groupe algérien Sonatrach à ses clients espagnols. Un avertissement faisant suite à la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe. Pour tenter de calmer les esprits, Madrid a assuré aujourd'hui que le gaz qu'elle acheminerait vers le Maroc ne proviendrait pas d'Algérie. Khaireddine Batache. Quelle mouche a encore piqué le gouvernement espagnol ? Madrid multiplie les provocations envers Alger, qu'elle considérait jusqu'à il y a peu comme un partenaire fiable. La dernière en date a eu lieu hier. Un courrier électronique envoyé par la ministre de la Transition énergétique espagnole, Teresa Ribera, informait le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, de son intention d'autoriser le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe GME. Pour rappel, l'approvisionnement en gaz via ce pipeline a été interrompu à la suite d'une décision souveraine prise par Alger, après avoir annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le régime du Merzen en réponse à ses incessantes intimidations. D'un ton ferme et clair, Alger répond à Madrid via un communiqué publié par son ministère de l'énergie. Tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels et par conséquent pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols. Se heurtant au veto algérien, Teresa Ribera réagit dans la foulée de cet avertissement. Selon la presse espagnole, la ministre aurait déclaré qu'en totale transparence, le Maroc pourra acquérir du gaz naturel liquéfié sur les marchés internationaux, qu'il retraitera dans une unité de regazéification péninsulaire avant d'utiliser le GME pour l'acheminer sur son territoire. Mais la question qui se pose, c'est celle de l'aventurisme dont fait preuve Madrid à vouloir se saborder auprès d'un partenaire économique et commercial fiable en essayant tant bien que mal de réactiver le gazoduc GME au profit du Maroc, à un moment où la crise énergétique frappe de plein fouet le continent européen. De son côté, le régime du Merzen semble décidé à user de tous les subterfuges possibles et imaginables pour se sortir du goulot d'étranglement énergétique. Affaibli sur le plan socio-économique, le gouvernement marocain s'en va jusqu'à annoncer avoir découvert du pétrole au large des îles Canaries. Un pétrole qualifié de fantôme par l'association de géologues et géophysiciens espagnols du pétrole. L'organisme déclare que tous les chiffres publiés récemment par le Maroc ne cadrent pas avec le système universel PRMS, utilisé pour la définition, l'évaluation et la classification des ressources et réserves d'hydrocarbures. Et pour évoquer plus en détail ce dossier, nous avons avec nous par téléphone Moustapha Mekidash, économiste, expert international dans le domaine de l'énergie. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mekidash, est-ce que les accords conclus avec la partie espagnole autorisent Madrid à utiliser ce gazoduc pour alimenter éventuellement le Maroc en gaz algérien ou autre ? Mais la question n'est pas de l'utilisation de ce gazoduc. La question est que les échanges commerciaux, notamment sur l'énergie, sont régis, comme vous le savez, par le droit des contrats. Or, le contrat qui régit donc la vente du gaz algérien à l'Espagne est clair. Elle a une clause qui s'appelle la clause de destination, qui fait que le gaz vendu à l'Espagne ne peut être rétrocédé à un pays tiers
hors Union européenne. Or, l'Espagne a démenti aujourd'hui qu'il s'agirait de gaz algérien. Absolument, le gaz algérien, oui, je parle du contrat. Donc, par conséquent, donc l'Algérie est en droit, comme l'a rappelé hier de façon très précise notre ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, en disant que donc il ne peut pas y avoir de rétrocession du gaz algérien hors Union européenne. Vous savez bien que par le gazoduc Medgaz, donc nous envoyons également les gaz vers le Portugal. Mais dans notre contrat, dans le contrat commercial, ça c'est pratique depuis des décennies, il est hors de question, il est interdit, et de fait, toute opération donc, qui viserait donc à rétrocéder ce gaz à une partie tierce hors Union européenne amènerait de fait donc à une remise en cause de ce contrat, avec tout ce que ça peut contenir. Monsieur Mekidesh, en d'autres termes, l'Espagne a-t-elle le droit d'utiliser ce gazoduc Maghreb-Europe pour acheminer du gaz venu éventuellement des États-Unis, par exemple? Ça, c'est pas notre problème, ça. Que leur en face, qu'ils fassent ce qu'ils veulent du tronçon. Le tronçon marocain et le tronçon émergé. Donc, c'est pas du tout notre problème, nous ne sommes pas du tout concernés par ça. Par contre, nous sommes concernés par la protection de nos actifs lorsqu'ils sont commercialisés dans des conditions contractuelles précises, qui dit bien que le gaz algérien ne saurait être rétrocédé. Pour le reste, donc ce n'est pas notre problème, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est pas du tout sur ces aspects que les autorités algériennes ont rappelé à l'Espagne ses obligations contractuelles quant à la clause de destination qui est très claire sur ce sujet. Pour le reste, ce n'est pas notre affaire. Dernière question, n'avez-vous pas l'impression qu'il s'agirait d'un contournement de la législation en vigueur? Non, ça n'a rien à voir. Puis, dès l'instant, la position de l'Algérie est claire. De toute manière, dès l'instant où notre client espagnol serait amené, si par malheur il venait à le faire, donc à rétrocéder une molécule du gaz algérien à un client hors Union européenne, il serait dans la situation de rupture unilatérale du contrat pour lesquelles donc des clauses de pénalité sont précises. Donc la partie espagnole, donc je l'ai lu d'ailleurs sur le Figaro, donc a réagi, donc selon une source AFP, indique que le gaz rétrocédé via le tronçon sous-marin du GME n'est pas algérien. Il faudra qu'elle le démontre. Et donc, parce que la preuve est opposable au tiers. On aura donc c'est une question à suivre pour bien préciser, pour bien, si vous voulez, définir et bien prouver que le gaz algérien qui va être éventuellement rétrocédé par ce tronçon sous-marin à des coûts dont on n'imagine même pas, donc reconditionné, retransporté, etc. Donc n'est pas du gaz algérien. Pour le reste, c'est pas notre affaire. Question à suivre. Donc, merci beaucoup, monsieur Moustapha Mekidesh. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes économiste, expert international dans le domaine de l'énergie. Le marché gazier perturbé également par le conflit russo-ukrainien. Le gaz fait l'objet de tensions entre la Russie et certains pays d'Europe. Après avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne, la Russie pourrait-elle allonger la liste des pays inamicaux et appliquer la même sanction à d'autres pays européens qui refusent de payer leurs livraisons en roubles? Voici l'éclairage de Mohamed Wali Ben Chaban. Après la Pologne et la Bulgarie, à qui Moscou imposera le tour de fermer les vannes de son gaz? La décision de la Russie d'interrompre ses approvisionnements dans ces deux pays est entrée en vigueur hier pour cause de non-paiement en roubles. Face à cette mesure, l'Europe se permet d'être solidaire même si cela risque d'être difficile alors que le Kremlin pourrait blacklister d'autres pays. Pour les observateurs, cette mesure ne peut qu'accélérer la stratégie d'indépendance énergétique de l'Union européenne, encore largement tributaire de la Russie. Cette décision a fait réagir en premier l'Union européenne. Selon la présidente de la Commission européenne, des entreprises ont accepté de payer le gaz russe en roubles.
La demande de la partie russe de payer en roubles est une décision unilatérale et non conforme au contrat. Les entreprises ayant conclu de tels contrats ne doivent pas accéder aux demandes russes. Cela constituerait une violation des sanctions et un risque élevé pour les entreprises. Les discussions entre les dirigeants européens se poursuivent pour tenter d'absorber le coup dur imposé par Moscou à l'Europe, largement dépendant du gaz russe. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez accueille le président bulgare Rumen Radev à Madrid pour évoquer la question. Sofia et Varsovie sont désormais approvisionnés en gaz par leurs voisins de l'Union européenne. À en croire les propos d'Ursula von der Leyen, elle n'a toutefois pas précisé de quel pays s'agit-il. En revanche, une autre solution se présente au vieux continent. L'aide promise par les États-Unis qui s'efforce de fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes de GNL supplémentaires en 2022. Sauf que les prix des livraisons sont estimés très forts. Le conflit en Ukraine, c'est aussi cette visite symbolique. Pour la première fois depuis le début du conflit, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a foulé le champ de bataille. Il s'est rendu ce jeudi notamment à Borodianka et Boutcha, et dans la banlieue de Kiev. Le diplomate onusien a appelé l'Ukraine à plus de coopération avec la Cour pénale internationale. Les précisions d'Amin Touta. Une première depuis le 24 février passé. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu en Ukraine pour une visite exceptionnelle. La délégation onusienne a visité les deux villes de Borodianka et Boutcha, dans la périphérie de Kiev. J'imagine ma famille dans une de ces maisons aujourd'hui détruite et noircie. Je vois mes petites filles courir en panique. Une partie de la famille qui finit par être tuée. La guerre est une absurdité au XXIe siècle. Aucune guerre n'est acceptable au XXIe siècle. Antonio Guterres a appelé Moscou à coopérer avec la Cour pénale internationale, soulignant l'importance de mener une enquête complète et établir les responsabilités. Je soutiens pleinement la Cour pénale internationale et j'appelle la Fédération de Russie à accepter, à coopérer avec la CPI. Mais lorsque nous parlons de crimes de guerre, nous ne pouvons oublier que le pire des crimes est la guerre elle-même. Après la visite des deux communes, le diplomate onusien s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, où il était question des corridors humanitaires et la situation à Mariupol. Sur le front, la Russie gagne progressivement du terrain dans le Donbass, après que les opérations de Moscou se sont concentrées sur l'est du pays. Selon la défense russe, 67 installations militaires ukrainiennes ont été bombardées au cours des dernières 24 heures. Côté humanitaire, près de 5 millions de réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début des opérations militaires russes, selon les chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés. S'ajoute à ce chiffre plus de 7 millions de déplacés internes qui ont fui leur foyer vers des zones sécurisées, principalement dans l'ouest de l'Ukraine. Et Moscou a condamné ce jeudi des actes terroristes après les incidents dans la région séparatiste moldave de Transnistrie, secouée cette semaine par une série d'explosions puis de tirs visant un village hébergeant un dépôt de munitions russes. Et la présidente moldave Maia Sandu a indiqué que plusieurs forces avaient intérêt à déstabiliser la situation de son pays. Plusieurs explosions ont déjà eu lieu en Transnistrie, touchant plusieurs cibles dans cette république autonome autoproclamée à la frontière ukrainienne, faisant craindre qu'elle ne devienne le théâtre de nouvelles confrontations sur le vieux continent. Sofiane Baroudi. La guerre en Ukraine continue de déployer une intensité rarement égalée. Après la prise de la ville stratégique de Mariupol par les forces russes, la résistance ukrainienne s'avère acharnée. Des sous-sols d'Azovstal à Nikolaïev et Odessa en défense du sud névralgique pour l'accès à la mer Noire. Le général Ruslan Minekaev avait déclaré clairement que l'objectif de la seconde étape de l'opération russe était la création d'un corridor via le contrôle de l'est et du sud ukrainien, ainsi que la défense des russophones de Transnistrie. À ce propos, la présidente moldave a exprimé clairement sa grande préoccupation quant à l'évolution de la situation après la série d'explosions qui ont touché plusieurs sites en Transnistrie.
Des informations indiquent le bombardement de plusieurs bâtiments, dont celui de la sécurité d'État et de la radio. D'autres indiquent que l'un des objectifs de la transposition de la guerre sur les rives du Dniepr vise plusieurs autres objectifs, dont la prise de l'un des plus importants dépôts d'armes et de munitions au monde. La Moldavie, qui est membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a déjà reçu des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens et souffre beaucoup des répercussions du conflit. La présidente moldave a exprimé son inquiétude et a appelé la population à garder son calme. Elle a également indiqué que plusieurs forces pouvaient déstabiliser son pays. L'élargissement du spectre de la guerre est une probabilité sérieuse. La Moldavie et la Roumanie sont concernées par la nouvelle phase. La généralisation du conflit de haute intensité en Europe menace le monde. L'heure est à la responsabilité. Et les provocations à l'égard de Moscou ne tarissent pas. Aujourd'hui, la présidente du Parlement européen a rencontré le secrétaire général de l'OTAN. La conférence de presse a porté sur l'intégration de la Finlande et de la Suède au sein de l'Alliance transatlantique, ainsi que sur le renforcement des liens de l'Union européenne avec la Géorgie et la Moldavie. Iman Merad. Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, s'est exprimé ce jeudi lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et s'est félicité de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance si ces dernières émettaient ce souhait, soulignant que le processus de leur adhésion sera rapide dès présentation de leur candidature. Nous sommes en dialogue avec la Finlande et la Suède et la décision leur appartient. Mais s'ils décident de poser leur candidature, la Finlande et la Suède seront chaleureusement accueillis et le processus devrait se dérouler rapidement. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a également déclaré avoir invité la présidente Maia Sandu à s'exprimer au Parlement européen dans les jours à venir. Nous avons invité la présidente Maia Sandu à s'adresser au Parlement européen lors d'une prochaine session plénière et elle a accepté cette invitation. Nous sommes également en contact permanent avec nos partenaires géorgiens et avec les représentants du Parlement géorgien afin de nous assurer que lorsque cette étape sera mentionnée, nous serons prêts à prendre notre engagement et ce Parlement ne s'est jamais dérobé. Alors que les deux pays nordiques avaient choisi de rester en dehors de l'OTAN, malgré le renforcement de la coopération avec l'alliance militaire depuis l'annexation de la Crimée par la Russie en 2014, le conflit russo-ukrainien semble avoir changé la donne. Selon le journal finlandais Italehti, les dirigeants de la Finlande et de la Suède prévoient une réunion au cours de la semaine du 16 mai pour annoncer officiellement leur intention de demander à rejoindre l'OTAN. L'Espagne, on en parle à nouveau dans ce journal suite à ces déclarations qui ont fait enfler la polémique entre Alger et Madrid. Le chef de la diplomatie espagnole a fait marche arrière après la réaction d'Alger, mais aussi celle du paysage politique espagnol dont il s'est attiré les foudres. Safouane Ben Sabri. Il y a de l'eau dans le gaz entre Madrid et Alger et les déclarations du ministre des Affaires étrangères espagnol n'ont pas arrangé les choses. En déclarant ne pas vouloir entrer dans des polémiques stériles avec Alger, le chef de la diplomatie s'est attiré les foudres de l'opposition et le mécontentement d'Alger. Tout ce que vous avez entrepris a été soit une maladresse, soit un échec. Vous dites que notre approvisionnement en gaz algérien est garanti, mais à quel prix? Nous sommes le seul pays avec lequel l'Algérie procédera à une révision des prix du gaz. Vos erreurs nous coûtent de l'argent que les Espagnols payent de leur poche au moment de régler leurs factures de gaz et d'électricité. Face à une telle déconvenue interne et externe, le chef de la diplomatie espagnole a dû lever le pied, voire faire marche arrière. Ce dernier insistait sur les bonnes relations qu'il souhaite entretenir avec l'Algérie. Je réaffirme notre engagement avec l'Algérie et avec le gouvernement algérien et je réitère notre volonté d'établir la meilleure relation possible avec eux. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs défendu le changement de politique extérieure espagnole en avançant qu'un tel virage était bénéfique pour Ceuta et Melilla, sous-entendant que le revirement espagnol s'est fait pour préserver les deux enclaves des flux des migrants qui se déversaient sur elles périodiquement avec l'aval du gouvernement marocain.
Et le Sénat espagnol a adopté hier une motion rejetant le changement radical de la position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental. C'était lors d'une session au Sénat espagnol. 139 membres ont voté pour la motion présentée par le groupe confédéral de la gauche pour demander à la plénière d'exprimer sa désapprobation face à ce changement radical. En outre, le Sénat a voté en faveur du soutien aux résolutions des Nations Unies et de sa mission pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. L'Espagne s'est alignée sur les thèses expansionnistes d'un tyran qui exerce le terrorisme d'État contre le peuple sahraoui. Mesdames, Messieurs, voici les images du plan d'autonomie marocain que Pedro Sánchez a soutenu. L'option la plus sérieuse et la plus crédible selon lui. 7 femmes sahraouies frappées, ensanglantées et insultées par les forces militaires marocaines dans la ville occupée de Boujadour, il y a à peine quelques jours. Leur seul délit est simple, avoir demandé la conformité des résolutions des Nations Unies et avoir essayé de rendre visite à l'activiste Sultana Khaya, assignée à résidence depuis plus de 500 jours. En parlant du dossier sahraoui, l'Association des Amis de la République sahraoui et la Ligue de protection des prisonniers politiques sahraouis se sont félicités de la décision du Comité des Nations Unies contre la torture, condamnant le Royaume du Maroc pour faits de torture et de mauvais traitements sur le prisonnier sahraoui du groupe de Gdeymizik, Mohamed Bourial. Dans sa décision, le CAT a invité instamment le Maroc à indemniser Mohamed Bourial, à ouvrir une enquête sur les événements en question, à transférer le prisonnier dans une prison proche de sa famille, à ne pas mener des représailles susceptibles à nuire à sa santé morale et physique et à autoriser les visites de sa famille, de son avocat et d'un médecin. Après l'armée française, les autorités maliennes se tournent à présent vers les médias français RFI et France 24, interdites de diffusion au Mali depuis le 17 mars, ont été définitivement suspendues dans le pays, selon le groupe France Média Monde. Maison mère des deux médias, le groupe a précisé avoir reçu la notification de cette décision par la haute autorité de la communication du Mali, qu'elle conteste avec force, entendant faire appel. Bamako, pour sa part, avait d'abord ordonné la suspension temporaire de la diffusion de ces médias français d'information suite à des publications selon lesquelles l'armée malienne était impliquée dans des exactions contre des civils. En Somalie, à présent, le pays a conclu une nouvelle étape du processus de son scrutin présidentiel, déjà retardé de plus d'un an avec la désignation des présidents des deux chambres du Parlement. Cheikh Adnan Mohamed Nour, plus connu sous le nom de Cheikh Adnan Madoube, âgé de 66 ans, a été élu ce jeudi président de la Chambre basse du Parlement par 163 voix sur 252. Après 2 tours du scrutin, le vote s'est déroulé sous un chapiteau dressé dans l'enceinte de l'aéroport international de Mogadiscio, placé sous haute sécurité après plusieurs attaques du mouvement terroriste des Chebab qui mènent leur insurrection en Somalie depuis plus de 10 ans. Je vous en parlais en titre, un rapprochement plus marqué se dessine entre Téhéran et Pékin. Le ministre chinois de la Défense était en visite dans la capitale iranienne hier. L'occasion pour le président iranien Ebrahim Raïssi d'appeler à une coopération des puissances indépendantes pour conforter l'unilatéralisme dans le monde. L'Iran et la Chine avaient déjà signé un accord de coopération en 2021 qui a d'ailleurs déjà porté ses fruits. Fatma Mhani. Contrer l'unilatéralisme et créer la stabilité et l'ordre n'est possible que grâce à la coopération de puissances indépendantes partageant les mêmes idées. Ce sont là les mots du président iranien, mercredi 27 avril, lors d'une rencontre avec le ministre chinois de la Défense. L'Iran et la Chine avaient concrétisé leur projection de puissance commune avec la signature d'un accord de coopération en 2021 comportant des clauses politiques, stratégiques et économiques. 25 ans de coopération Iran-Chine y sont prévus, avec un premier volet commercial qui renforce la coopération et les investissements entre les deux pays. Les résultats sont au vert depuis la signature puisque les exportations vers la Chine ont augmenté de 58% en un an et les importations de Chine ont cru de 29%. Sur un autre volet, cette fois stratégique, la Chine est l'un des partenaires de Téhéran au sein de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015.
Après que les États-Unis se soient retirés de ce pacte en 2018, Pékin a affiché son soutien à Téhéran face à la démarche unilatérale de Donald Trump. L'Iran souligne une nouvelle fois, avec la voix de son général de brigade, la nécessité de contrer l'hégémonie américaine dans le monde en renforçant le multilatéralisme. Santé à présent, les conséquences de pandémie du Covid-19 commencent à se faire sentir sur d'autres maladies. Les cas de rougeole sont en recrudescence dans le monde depuis le début de l'année 2022. Alerte l'UNICEF et l'OMS, cette maladie virale hautement contagieuse pourrait toucher des millions d'enfants si les retards pris en vaccination ne sont pas comblés. Neila El Hamouda. La Covid-19 aurait fait oublier les bons réflexes. La pandémie a gravement perturbé la vaccination de routine, mettant en danger la vie de millions d'enfants et ouvrant la porte à de nouvelles épidémies de rougeole. Cette maladie est revenue en force. Les cas de rougeole signalés ont explosé de près de 80% dans le monde en janvier et février, en comparaison avec la même période l'an dernier. C'est ce qu'ont annoncé l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Les deux organismes onusiens tirent la sonnette d'alarme sur le risque de catastrophe absolue. Si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie de Covid-19 n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite. La rougeole, qu'est-ce que c'est ? C'est une infection causée par un virus de la famille des Paramyxoviridae. Ces manifestations cliniques sont très caractéristiques. On trouve de la fièvre, de la toux, les yeux bouffis et l'apparition de petites taches blanches, parfois à l'intérieur des joues. L'éruption intervient quelques jours après. Des plaques rouges foncées plus ou moins en relief apparaissent d'abord sur le visage, derrière les oreilles et s'étendent dans le cou, le thorax et le corps en 3 à 4 jours. Cette maladie est extrêmement contagieuse. Elle peut entraîner des complications graves et parfois la mort. 21 épidémies de rougeole importantes ont été enregistrées au cours de 12 derniers mois, la plupart en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale. La Somalie, le Yémen, le Nigeria, l'Afghanistan et l'Éthiopie sont particulièrement touchés. En 2020, 23 millions d'enfants dans le monde n'ont pas reçu les vaccins infantiles de base par le biais des services de santé de routine. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 2009. On part en Colombie où un général de l'armée colombienne à la retraite a reconnu sa responsabilité dans l'exécution de plus de 1200 civils par des soldats sous son commandement qui présentaient les victimes comme des guerrilleros tués au combat. Celui-ci s'exprimait au 2e jour d'une audience historique devant un tribunal spécial pour la paix et en présence des proches des victimes dans la ville d'Ocana, au nord, frontalière avec le Venezuela. Même si c'est par omission, j'assume cette responsabilité légale. Je l'accepte et le présente comme une contribution à la restauration sociale et institutionnelle pour que le peuple colombien ne vive plus jamais ces moments abominables. Place au sport à présent en Ligue des Champions, première manche des demi-finales. Le sous-marin Villarreal n'a pas pu résister hier face aux attaques des Reds de Liverpool. La bataille d'Anfield s'est achevée sur le score de 2-0 en faveur des Anglais. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits en 2e période. On écoute aux réactions d'après-match des 2 entraîneurs. La vérité est que Liverpool a été supérieur. Ils ont été meilleurs sur les 90 minutes. Nous aurions aimé avoir de meilleures situations de jeu en notre faveur. Nous avions besoin d'éviter leur pression, en sautant les lignes, en essayant de gagner des mètres pour jouer dans leur moitié du terrain, ou de les aspirer pour partir dans leur dos et atteindre le but adverse. Le 2-0 est un résultat clair, un résultat mérité, mais ça aurait pu être pire. Nous devons uniquement penser que ce 2-0 nous laisse une chance avec une autre prestation à domicile. Tout le travail reste à faire. Rien n'est terminé, c'est comme ça pour moi, c'est le meilleur exemple. Vous jouez un match et c'est 2-0. À la mi-temps, vous devez être complètement en alerte. Vous devez être 100% dans le bon état d'esprit. Vous devez jouer la seconde période comme vous avez joué la première. Il n'y a rien à défendre et si vous faites cela, vous perdez immédiatement l'avantage de l'aller. Nous savons que nous allons là-bas et que l'ambiance dans le stade sera difficile pour nous, différente de ce soir.
La vérité est que Liverpool a été supérieur. Ils ont été meilleurs sur les 90 minutes. Nous aurions aimé avoir de meilleures situations de jeu en notre faveur. Nous avions besoin d'éviter leur pression, en sautant les lignes, en essayant de gagner des mètres pour jouer dans leur moitié du terrain. En culture, parlant musique, mais c'est avec de tristes nouvelles pour annoncer la disparition de deux grands artistes qui ont marqué les scènes de leur pays. Au Sénégal, le chanteur Rudy Gomis est décédé. Il était membre fondateur du groupe Orchestra Baobab, l'un des groupes africains phares dans les années 70. Quant à la scène rock belge, elle pleure son icône, le chanteur Arnaud, connu pour sa voix cassée avec un accent flamand. Il a donné son dernier spectacle il y a tout juste un mois. Solo gigolo. In your head the moon is crying. In my heart the sun is shining. Like I said before. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo.